Troisième et dernier thème de ce JT de l'OM spécial Classico, on va s'interroger sur l'équipe qui affrontera le Paris Saint-Germain dimanche soir en clôture de la 11e journée de Ligue 1 avec mes invités Mario Albano, Jacques Bayle et Michel Allary. Et je peux vous dire qu'ils attendent ça avec impatience, mes invités. Alors Jacques, je me tourne vers vous pour commencer. Quel schéma tactique, quel 11 va aligner André Villas-Boas? Bien sûr, vous n'êtes pas devin, mais il y a des retours pour ce match et des retours attendus, je pense, évidemment, à Dimitri Payet. Oui, effectivement, ça c'est la première. Je pense que Dimitri Payet va être titulaire indiscutable. Ensuite, la fameuse question sur Alvaro, pas Alvaro. Si je suis le discours du coach, qui pour lui ce match n'est pas forcément le match où on doit pouvoir gagner, tout ça, et se dire, bon, Alvaro, je vais le garder encore une semaine de plus, tranquille au chaud pour pouvoir le mettre contre Lille, ça c'est la question que je me pose. Ou alors, est-ce qu'il va le mettre contre Paris Saint-Germain directement en retour de blessure? Ça, je peux pas te répondre aujourd'hui. J'ai pas des connaissances. Mais je pense qu'il va rester sur un 4-3-3, à mon avis, parce que il est toujours comme ça. Mais avec une sortie de Radonjic et l'entrée de Payet et la fameuse question, Alvaro, pas Alvaro. Après, est-ce que Caleta-Car sera là? Voilà. Sanson ou Lopez? Voilà. Ça, c'est les questions que l'on doit se poser. Moi, si tu me demandes à moi, personnellement, je mettrais plutôt Sanson, Rongier et Strootman et faire rentrer Maxime en cours de match, à la place d'un des deux qui sera ou en forme ou pas en forme. Et puis après, comme je te disais, avec Benedetto, Germain Payet, et puis derrière, à lui de voir si Caleta-Car est en capacité de jouer, qui peut nous apporter énormément par son jeu de tête, ou s'il a peur de son manque de vivacité par rapport à Mbappé, parce qu'on sait que Caleta-Car, sur les 2 premiers mètres, il a quand même une difficulté pour se retourner rapidement, et qu'il a peur que ça se fasse. Donc, bon, l'année passée, on a vu que Camara, ça a été compliqué avec Mbappé aussi, pourtant Camara, il va vite aussi. Donc voilà, c'est vrai que ça risque d'être compliqué après. Je crois que pour n'importe quel défenseur, ce serait compliqué. Oui, mais l'expérience d'un Alvaro, ce serait. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui. Après, un Alvaro qui manque de compétition, c'est pas non plus, Usain Bolt. André Villas-Boas a dit qu'il était à 5 semaines de sa blessure, qu'il fallait 6 semaines pour que ce soit complètement consolidé, qu'il y avait les matchs effectivement importants qui arrivaient. Juste, Michel, toi, de ton point de vue? Moi, à mon avis, il ne prendra pas de risque. Il va le conserver, il va le mettre remplaçant et il le fera rentrer que s'il y a besoin, mais à mon avis, il le gardera pour Lille. Il ne va pas prendre le risque, c'est pas... Avant Lille, il y a Monaco. Ouais, mais Monaco, oui. Donc je ne crois pas qu'il le fasse jouer. Mario, d'accord avec Jacques sur l'équipe à aligner ou pas? Ouais, après la question, est-ce qu'il garde Sakai à gauche ou à Mavi? Moi, je pencherais plutôt pour Sakai, justement parce que si c'est Mbappé qui joue à droite, il a tendance à venir vers l'intérieur, donc fait que Sakai soit droitier, il peut venir aider Caleta Tsar, quoi. Parce que l'an dernier, par exemple, ça arrive souvent aussi avec Di Maria, c'est là que le mal était venu, c'est-à-dire entre le central gauche et l'arrière gauche. Donc je vois plutôt un droitier à gauche comme Sakai. Mais pour le reste, je suis entièrement d'accord avec Jacques. Et ce qui change, surtout, c'est que s'il aligne une telle équipe, sur le banc, il peut y avoir Amavi, il peut y avoir Alvaro, il peut y avoir Lopez et Radonjic. C'est-à-dire 4 joueurs qui peuvent apporter en entrant en jeu. Notamment Lopez ou Radonjic sur le plan offensif. Donc, par rapport à Strasbourg, ça fait quand même un gros changement. Et voilà, effectivement, on ne joue plus à 11, mais à 14. Et contre Paris, ça peut effectivement faire beaucoup de bien. D'autant que si les choses se passaient très bien, il pourrait très bien, en cours de jeu, ne pas faire jouer Alvaro d'entrée, le faire entrer dans la dernière demi-heure pour avoir une défense un peu plus renforcée. Je sais pas. J'imagine qu'un entraîneur, et ça tu le sais mieux que nous, il a effectivement un plan A, un plan B, un plan C, et en fonction de la manière dont se déroule le match, il va faire ses changements. Et l'équipe de départ, elle dépend aussi des changements qu'il imagine plus tard. Pas de changement de système, hein, tu l'as dit, le 4-3-3 d'André Villas-Boas. On peut imaginer peut-être une défense à 3 centraux ou pas? Oui, j'en ai parlé hier soir. Ça, c'est nous qui avons pensé à ça. Alors, est-ce que c'est le bon moment?
On va te dire pourquoi pas. Là, on parlait des schémas et du schéma de jeu. Je voulais juste revenir. Je passais un truc. Des fois, tu prépares ton match, tu as pensé à tout, sauf que boum, il y a un carton rouge, ça y est, c'est fini. Tout ce que tu avais mis, tout est à la mer. Regarde Rennes hier soir, tu te prends un carton rouge, le gardien. Donc d'un coup, d'un seul, tout s'écroule parce que tu pensais pas que ton gardien puisse prendre un rouge, faire rentrer un jeune de 16 ans. Donc tout peut arriver dans le football. Et ça peut arriver chez nous, mais ça peut arriver chez eux aussi. Hein. C'est pour ça que dans cet événement, ou même un but dans les 3 premières minutes. Dans ce genre d'événement, ça se prépare aussi. Ce que j'aimerais aussi, c'est que Dimitri Payet se mette en tête qu'il revient, mais arriver tranquillement à se remettre dans le match, pas essayer de faire d'un seul coup, d'essayer de dribbler tout le monde pour pouvoir se mettre en confiance parce qu'il en a besoin. Donc, jouer collectif. Voilà, jouer collectif, jouer tranquille, facile, se remettre dans l'événement et puis rentrer au fil du match, tranquillement dans son match. Mais pas arriver à faire n'importe quoi d'un coup d'un seul, parce que là, ça risque d'être compliqué. Et surtout qu'il apprenne à fermer sa bouche, parce que ça a été compliqué. 4 matchs, je pense qu'il a retenu la leçon. Je pense aussi. Sur ce qu'on a vu, quand même, il va faire du bien, son retour. Ce qu'on a vu sur les 4 derniers matchs, ça a été quand même un peu laborieux. Évidemment, c'est le joueur le plus créatif. Si chaque année, il fait au moins 7 ou 8 passes décisives, c'est quand même, ça fait une grosse différence. Comme le jour où Thauvin reviendra. Parce que, bon, même si la saison dernière, il a un peu moins défendu, il a quand même marqué 15 buts. Donc, les joueurs qui apportent un plus, même si l'équipe est parfois capable de gagner sans eux, l'équipe est toujours meilleure avec eux. Je me souviens en 82, là, le fameux débat, ce match contre l'Autriche où Michel Platini n'avait pas joué, la France avait gagné sans Michel Platini. La question se posait, est-ce qu'il faut quand même faire entrer Michel Platini? Non, mais c'était, voilà, Hidalgo était passé en 4-4-2 et c'est comme ça qu'était né le carré magique. Les meilleurs joueurs, ils apportent toujours plus que ceux qui sont moins bons, même si parfois eux-mêmes ne sont pas au niveau requis. Donc, oui, avec Payet, l'OM sera forcément meilleur. Michel, toi, tu vois une équipe plutôt défensive ou plutôt offensive? Pas défensive, mais offensivement, je la vois différente. Je serais sur un retour en 4-4-2 et mettre Benedetto et autour de lui Payet et de laisser notre 4 milieux comme avec Sanson, Strootman, Rongier et le petit Lopez. Laisser les 4 comme ça et devant mettre Benedetto et Payet qui tournent autour. C'est plausible pour voilà. Après, défensivement, je ne touche pas, puisque je pense qu'Alvaro, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, restera sur le banc et on fera jouer. Ils peuvent jouer à 5 ou 6 sans Alvaro, et avec Sakai central gauche et Amavi. Mais offensivement, ouais, j'aimerais bien un jour peut-être voir Benedetto et Payet qui tournent autour. Voilà. Je te rejoins à 1000%, c'est que le 4-4-2, c'est ce qu'on prône depuis longtemps, nous tous ensemble, en disant l'OM est fait pour avoir un 4-4-2 parce que tu n'as pas d'ailier. On n'en a pas de vrais ailiers. Mais je pense que Villas-Boas ne fera pas un 4-4-2. Mais Dimitri Payet, on l'a vu à plusieurs reprises, même si il est sur le couloir, il a tendance régulièrement à reprendre l'axe. Et si on parle de complémentarité, Benedetto-Payet, c'est de la complémentarité. Tous les deux, c'est des Papin Waddle, pour les anciens, des Magnusson Skoblar, c'est de la complémentarité. Je vois bien tous les deux. C'est les passes précises, Benedetto avec ses appels. Ça, c'est une complémentarité qui me plaît beaucoup. C'est très complémentaire aussi de Germain et de Sanson. Ce sont des joueurs qui ont l'habitude de jouer ensemble. Et quand Germain joue côté droit, c'est pas un ailier droit, mais il défend comme Payet peut être amené à défendre en restant sur le côté quand le ballon est perdu, mais en revenant dans l'axe et en ouvrant le côté pour venir à la fois soutenir l'avant-centre et ça peut être à la fois un milieu comme Sanson ou Rongier ou un latéral. Je veux dire, c'est pas du baby-foot. Les joueurs ils sont pas bloqués dans leur truc. Donc voilà, après, il ne faut pas se tromper quand on a le ballon. Voilà. L'animation fera la différence. Après, on parle toujours, c'est vrai que bon, avec les journalistes, le 4-4-2, le 4-3-3, ça plaît à tout le monde. Dans le football, il y a 2 phases. La phase offensive et la phase défensive. Le qui fait quoi, où, quand, comment. Voilà. Donc, qui fait quoi en phase offensive et qui fait quoi en phase défensive. Après, on parle du pressing. Le pressing, il faut qu'il soit organisé. On le fait quand, à quel endroit, à quel moment. On le déclenche tous ensemble. Un pressing, c'est pas un joueur qui le fait. Donc, tout ça, c'est vrai que ça plaît à... Le pressing, il va être plus efficace face à une défense
Ou techniquement, ça n'est pas du haut niveau. Contre Paris, tu peux faire du pressing. Je ne pense pas que ce soit ça qui déstabilise Thiago Silva, qui fera quand même ses relances commandablement. Donc, Oui, tu as des entraîneurs qui vont dire, par exemple, au numéro 9, de ne jamais défendre, qui garde son énergie pour pouvoir faire la finition. Ça, et après, tu as des entraîneurs qui vont dire au numéro 9, non, tu es mon premier écran, ça commence, la défense, elle commence par toi. Ça dépend des entraîneurs. Le problème contre Paris, c'est que s'il y en a un qui ne défend pas, Ouais. On peut être direct. Un mot sur l'adversaire, justement, le Paris Saint-Germain. Le match de Ligue des Champions a laissé quelques traces. On sait que Neymar sera absent dimanche soir. Herrera et Meunier, je crois, sont incertains. Est-ce que cette équipe du PSG, elle vous fait peur? Peur, non. Les noms, est-ce que oui, les noms vous impressionnent? Les noms, c'est ça. Aujourd'hui, comme on disait, c'est vraiment une des meilleures équipes au monde. Les quatre devant, il y a des noms qui te font trembler. Oui, financièrement, ça fait trembler. Oui, mais autrement, c'est de très grands joueurs, qu'est-ce que je te dise. Après, moi, je suis un Marseillais de souche et j'ai envie d'y croire et j'ai envie de me battre. Et voilà, je perds, mais je vais y aller avec toutes mes armes. Et l'important, c'est la manière, on va dire. Et exactement. sur le terrain. Exactement, Laurie. Eh bien, on en terminera avec cela. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir Merci, été sur Laurie. ce plateau pour ce JT de l'OM spécial Classico. On a hâte d'y être. Évidemment, on pense aussi une nouvelle fois aux supporters interdits de déplacement pour ce match. Et puis, on se retrouve très bientôt et allez l'OM, évidemment. Merci beaucoup.